Bonjour à tous, salut Dimitri. Salut Christophe. Bienvenue pour ce webinaire du vendredi. Aujourd'hui, comme c'est bien inscrit à l'écran, on va parler de Sony Multi-Oblig, notre fonds multi-stratégie obligataire, voilà, que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà très bien. Je vous rappelle le mode opératoire de ce webinaire. Vous avez un onglet en bas à droite, questions, sur lequel vous pouvez cliquer, dans lequel vous pouvez agir, interagir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On tâchera tout au long de la présentation d'y répondre. Et puis, pour celles auxquelles on ne trouverait pas de réponse, ou on n'aurait pas la réponse tout de suite, ou on n'aurait pas le temps, Paul et moi, on n'hésitera pas à vous revenir pour répondre aux questions auxquelles on n'aura pas répondu en direct. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est quoi? On ne va pas faire une heure sur la macro, sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il se passe beaucoup de choses et des points macro, vous en avez eu des wagons depuis le début de l'année. On va focuser sur quelques points qui nous semblent extrêmement importants quand on parle de multi-stratégie obligataire. Et puis surtout, on va se focaliser sur ce qu'on fait à l'intérieur du fonds, comment ça fonctionne, quels sont les actifs qui y sont à l'intérieur, ce qu'on en attend et qu'est-ce qu'on peut en attendre sur l'année à venir et sur les mois à venir. L'idée, c'est d'être le plus pragmatique possible, vous apporter le plus d'informations possible et évidemment répondre à l'ensemble de vos questions si toutefois vous en aviez des complémentaires. Mais là, je pense que vous allez voir, on va faire un tour assez large de l'ensemble des éléments. Bon, je ne reviens pas sur la structuration de Sony, vous me connaissez. Un petit point juste sur la gamme obligataire aujourd'hui. Donc, un fonds short duration, donc on ne va pas parler aujourd'hui. Un fonds multi-stratégie obligataire, Sony Multi-Oblig. C'est l'idée de ce webinaire. Et à côté de cela, un autre fonds qui s'appelle Sony Eurocrédit, qui est un fonds pur crédit à dominante à yield, qui donnera l'occasion aussi d'un autre webinaire pour ceux qui souhaitent approfondir cette partie thématique. À côté de ça, on a une gamme de fonds datés. On a deux fonds datés ouverts aujourd'hui, un qui s'appelle Sony Opportunité 2029 High Yield, voilà, et un autre qui s'appelle Sony Green Bonds 2028, qui est bien spécifique. Pareil, on ne va pas en parler aujourd'hui, on aura l'occasion de refaire un point sur ces deux fonds-là dans le courant du premier trimestre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez dans le jeu de questions-réponses et on y reviendra également. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de ce qu'on avait à en faire et je veux surtout plus laisser Dimitri parler à la fois sur un contexte de marché pour essayer de figer des idées simples sur où on en est aujourd'hui, comment se trouve l'univers obligataire, quelques éléments quand même sur ce qu'ont fait les banques centrales et sur leur discours, parce que c'est important, ça va driver plein de choses de ce qu'on va se dire, et puis après on avancera sur la réalité de ce qui est à l'intérieur. Dimitri, je te laisse la main sur la première partie, sur la partie contexte. Ouais, merci Christophe. Bonjour à tous. Oui, effectivement, il se passe beaucoup de choses. On va essayer de faire un petit récap rapide sur la partie macro et contexte de marché qui est important pour appréhender le reste et le positionnement du fonds. Si on revient sur 2024, on a eu une très bonne année pour le crédit, globalement. Vous avez les performances total return des différents indices, que ça soit l'investment grade, le high yield, les bancaires, les différents marchés ont eu des rendements intéressants, avec globalement des baisses de spread sur l'ensemble des marchés crédits. Sur la partie emprunt d'État, c'est plus mitigé. On a les États, alors qu'on appelait jusque-là périphériques. Alors la question, le débat sur corps périphérique est clairement posé aujourd'hui, mais Espagne, Portugal, Italie, on va dire les anciens périphériques ont plutôt performé, parce qu'on a eu des variations de taux qui ont été légèrement négatives, autour de zéro, mais qui ont eu un total return positif entre 3 et 6%. Avec une surperformance de l'Italie. Mais par contre, sur les emprunts d'État core, donc Allemagne, France, US, on est en total return négatif. Alors l'Allemagne tout juste à zéro, mais sur France, US, on est sur du total return qui est négatif comparé au crédit qui est largement positif. L'évolution des emprunts d'État à 10 ans, il y a eu toujours beaucoup de volatilité, donc c'est le même constat depuis 2022, depuis la hausse des taux de 2022, on a toujours beaucoup de volatilité sur les marchés des taux et plus de volatilité sur les marchés des taux que sur le crédit, ce qui est très différent des phases de marché qu'on a pu avoir jusqu'à 2022. Rapidement sur la macro, l'idée c'est pas d'y passer du temps, mais deux constats. On a une dynamique de croissance qui est vraiment différente entre la partie US et la partie Europe. Alors, on a aux États-Unis, on attend un PIB 2025 en croissance de 2,2. Alors, ça vient d'être vu à la baisse avec les premières stats avancées de croissance au Q4 2024 qui sont tombées hier, qui étaient un peu plus décevantes qu'attendues. Mais on a quand même une croissance qui est beaucoup plus dynamique aux US qu'on a en Europe, avec une zone euro attendue autour de 1% de croissance en 2025
Et la France et notamment l'Allemagne à la traîne, avec même une contraction sur la fin d'année 2024. Deuxième constat, c'est sur la partie niveau d'inflation. On a une inflation qui a du mal à faire, comme on dit, le dernier kilomètre aux US. On a un maintien de l'inflation autour de 3, et c'est justement pour ça que, on va y venir après, la Fed a fait une pause dans ses baisses des taux, et au contraire qu'en zone euro, on va atteindre cet objectif des 2%, courant 2025 très probablement, et des niveaux d'inflation qui vont repasser sous les 2%. Sur l'activité en Europe, un petit focus sur l'Europe, on a des indicateurs avancés qui montrent que cette croissance est vraiment molle, voire négative, hein, sur la fin du Q4 et fin du Q4 24 et début 2025. Et sur la partie inflation, on a une victoire qui arrive, puisqu'on va réussir à revenir sous la target de la BCE. On voit une indication avancée des prix qui montre que l'inflation core, donc ce qui est le plus regardé par la Banque centrale, devrait revenir vers l'objectif de 2% d'ici la fin de l'année, au courant de l'année même, selon les pays. Et donc, on va avoir une BCE qui va pouvoir agir et continuer son assouplissement monétaire. On peut passer à la slide d'après. Et on l'a vu hier, la BCE a baissé ses taux de 25 points de base comme c'était attendu. Il y a encore 3 baisses des taux attendues par le marché. On pense qu'effectivement, on va avoir ces 4 baisses des taux sur 2025 parce que l'inflation est contenue et va revenir sur les 2%. Le graphique intéressant sur les anticipations du taux de la BCE à horizon octobre 2025, on a une forte hausse des taux à partir de mi-décembre, pour des raisons plutôt exogènes à la zone euro. Hein. Ça venait des statistiques aux US et du comportement de la Fed sur la réunion de mi-décembre. Mais on a eu une vraie hausse des anticipations du taux terminal de la BCE, puisque début décembre, on attendait plutôt 1,5% de taux BCE à fin 2025. Aujourd'hui, on est à 2. On pense que s'il devait y avoir des données plus soft aux US ou une croissance qui reste vraiment nulle, ou en tout cas très faible en Europe, le risque il serait plutôt à avoir un taux BCE qui serait relativement plus bas que les 2% anticipés aujourd'hui par le marché. En tout cas, nous, chez Sony, aujourd'hui, on attend 4 baisses des taux au total sur 2025, donc encore 3 baisses à venir. Sur la partie US, donc l'activité reste robuste. On ne pense pas qu'il y a un risque de remontée de l'inflation. C'est un peu le risque extrême qui est donné par certains investisseurs ou participants de marché. On ne pense pas que ça, c'est quelque chose qui va arriver. Pourquoi ? Parce que on a plusieurs effets. De 1, sur la partie calcul de l'inflation, on a une partie de ce calcul de l'inflation qui vient du logement. Et dans cette partie logement, on a une forte pondération qui vient de l'estimation des loyers des propriétaires. Et ces estimations de loyers restent élevées et il y a un effet retard dans les statistiques qui fait que la composante logement devrait permettre à l'inflation de continuer de reculer aux US. Sur la partie marché du travail, qui est très regardée par la Fed, on voit également que sur les nouvelles annonces, c'est le graphique que vous avez au milieu, sur les annonces d'offres d'emploi Indeed, on a aussi une baisse de la croissance des salaires sur les nouvelles offres d'emploi, donc qui devrait également permettre avoir des salaires qui augmentent moins vite et donc de juguler l'inflation. Enfin, sur le dernier graphe, c'est encore sur le marché du travail, on voit que le nombre de démissions volontaires qui avait clairement explosé en 2022-2023 est en train de vraiment reculer. Ça, c'est aussi un indicateur avancé de la baisse de la croissance des salaires. Donc tout ça devrait faire que l'inflation va être contenue et on ne pense pas du tout qu'on a un risque de remontée de l'inflation. C'est absolument pas notre scénario aujourd'hui. La Fed le prend en compte. Aujourd'hui, la Fed, hier, a maintenu ses taux inchangés comme il était largement anticipé par le marché. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que ces taux doivent rester encore restrictifs pour avoir une inflation qui continue de baisser. Et elle considère que le marché du travail, bien qu'ayant un petit peu corrigé, en étant un tout petit peu moins solide que ça a été sur les 18 derniers mois, on a un marché du travail qui fonctionne encore très bien aux US. Donc la Fed a laissé ses taux inchangés. Le marché attend 2 baisses des taux sur l'année. Et on pense qu'elle peut aller jusqu'à 3 baisses des taux
Pourquoi? Parce que si justement on commence à avoir un marché du travail qui commence à s'effriter un petit peu plus, ou avoir des salaires qui augmentent moins vite, ça peut donner des billes à la Fed pour baisser un petit peu le niveau des taux, être un petit peu moins restrictif. Donc, on est entre 2 et 3 baisses de taux attendues chez nous du côté de la Fed en 2025. Un focus sur le Royaume-Uni, c'est important parce qu'on a beaucoup parlé du Royaume-Uni sur les 2-3 premières semaines du mois de janvier. C'est une position qu'on a dans le fonds multi-oblig. Qu'est-ce qui s'est passé au Royaume-Uni? Alors, clairement, la hausse des taux qu'il y a eu au Royaume-Uni a été drivée par des facteurs exogènes. C'est vraiment la situation, comme je le disais tout à l'heure, aux US. On a eu un discours de la Fed très hawkish, plutôt très prudent sur les futures baisses des taux mi-décembre, qui a fait que les taux sur la partie US, Europe, UK ont monté et de concert. On n'a pas eu d'écartement significatif des taux entre le Royaume-Uni et les US sur les 3-4 derniers mois. On a eu effectivement 2 jours en janvier où il y a eu un stress de marché, mais qui a été corrigé dans les jours qu'on suivit. Donc, il n'y a pas eu de stress particulier sur le 10 ans du Royaume-Uni par rapport aux US. Par contre, la hausse des taux du Royaume-Uni crée un problème et ça ravive des risques qui sont endogènes au Royaume-Uni. Il y a eu un nouveau budget qui a été annoncé en octobre par Madame Reeves, avec lequel il y avait environ 10 milliards de pounds de marge sur ce budget. Et le problème, c'est que la hausse des taux fait que cette marge dans le budget, c'est le graphique que vous avez en haut à droite, cette marge sur le budget a été réduite à 0 et était même passée négative quand les taux approchaient les 5% sur le 10 ans. Donc, ça a testé la crédibilité budgétaire du gouvernement au Royaume-Uni et donc ça a créé un risque en soi au Royaume-Uni. C'est pour ça qu'on expliquera tout à l'heure, on a réduit notre position sur le Royaume-Uni à ce moment-là pour revenir sur les États-Unis. Clairement, le gouvernement va devoir réagir et on pense qu'ils ne vont pas vouloir augmenter les taxes, mais plutôt réduire les dépenses qui ont été annoncées en octobre. Et ça sera sûrement courant mars. Donc, toujours constructif sur le Royaume-Uni. La Banque centrale devrait baisser. Le marché anticipe que la Banque centrale, la BE, la Bank of England, Banque centrale anglaise, va baisser ses taux 3 fois en 2025. On pense que ça va être 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inflation qui a été persistante en 2024 au Royaume-Uni et on pense que ces chiffres d'inflation vont commencer à significativement baisser à partir du 2e trimestre 2025 et que la Banque d'Angleterre aura vraiment de la marge pour baisser de façon plus significative ses taux. Et donc ça, c'est une forte conviction qu'on a chez Sony. Un point sur le marché du crédit, on a eu une réduction des spreads, comme on le disait tout à l'heure. Le graphique de gauche vous montre l'évolution des spreads. Alors, sur la courbe claire, qui est le double B, et la courbe bleu foncé, qui est le simple B. Donc, on revient sur des niveaux des plus bas historiques sur les 7-8 dernières années. Pourquoi? Pour de bonnes raisons, parce que les fondamentaux sont bons. On voit les niveaux de levier moyen qui sont tout à fait corrects et même meilleurs que sur les périodes 2010-2020. On a un ratio de couverture des intérêts financiers des sociétés, que ce soit sur l'investment grade ou sur le high yield, qui est sain. Donc, il n'y a pas de risque spécifique là-dessus. Les fondamentaux sont bons. Et il y a eu surtout des flux très massifs sur la classe d'actifs, que ce soit sur l'investment grade, mais aussi sur le high yield, avec des fortes souscriptions sur le crédit high yield en Europe, qui a soutenu les marchés et qui a permis au spread de baisser. Aujourd'hui, sur le graphique de gauche, vous avez les niveaux de rendement par maturité et par rating. Donc, vous avez une courbe par rating et les maturités. On est entre 3 et 4,5 voire 5% sur le simple B sur certains papiers. Donc, c'est des rendements qui restent attractifs. C'est intéressant d'aller les capter. Par contre, attention sur le crédit high yield. On voit que sur le graphique de droite, la différence de rendement de spread entre les papiers de qualité et les papiers plus en risque sur la balance sheet, on a un surplus de rendement qui est relativement faible historiquement. Donc attention à la sélectivité sur le crédit. Un dernier point macro sur les bancaires, parce que c'est important aujourd'hui dans l'allocation sur la multistratégie. On a depuis 10 ans une réglementation en Europe qui est très forte et qui a renforcé les ratios de crédit des banques
on a un coût du risque, qui est le graphique en haut à gauche, qui s'est largement atténué sur les dernières années, un coût du risque très faible. On a en haut à droite les ratios des prêts non performants qui est en forte diminution, et même sur les pays comme le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, il y a eu un gros travail de sortie des crédits non performants des bilans des banques. Donc, on a des banques solides. Ça se reflète dans les crédits. On retrouve à peu près les mêmes évolutions que sur la partie crédit corporate. On a eu une baisse des spreads sur les bancaires et des spreads sur les subordonnés qui sont revenus sur des plus bas par rapport aux seniors. Alors sur la partie, on va passer vite sur la partie process de gestion du fonds. Globalement, vous avez ici la fiche d'identité. Le message principal qu'on veut passer à ce moment-là, il est assez simple. C'est un vrai fonds multi-stratégie obligataire, voilà, dans lequel on va pouvoir utiliser toutes les stratégies possibles et imaginables. On a ici un graphique qui explique bien, voilà, ce qu'on est capable de faire. Donc on peut aller très loin. On va rentrer dans le détail tout à l'heure des stratégies qui sont à l'intérieur du fonds, que vous puissiez voir finalement quelles sont celles qu'on utilise ou pas, et surtout avec quelle pondération. Mais aujourd'hui, globalement, dans l'univers du crédit, voilà, il y a un champ des possibles qui est extrêmement vaste, hein, quand on voit toutes les catégories qui se trouvent ici, et surtout à quoi elles servent. Et c'est un bon mix entre ce que je mets à l'intérieur et pourquoi faire, qui devrait sur la durée générer de la performance. C'est ça le message. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses dans l'univers obligataire. Depuis 2022, cet univers obligataire a beaucoup changé. Et donc, il y a tout un tas d'opportunités qu'on est capable de saisir, et c'est tout le travail de Dimitri qui fait d'ailleurs depuis bien longtemps, d'aller chercher, en tout cas, la bonne typologie de l'univers obligataire adéquate pour aller chercher ou du portage, ou du crédit, ou de la couverture, ou de la liquidité. C'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui vont générer de la performance. Et c'est ce qu'on va vous montrer d'ailleurs tout à l'heure sur l'attribution de performance, que la stratégie et la performance, elle n'est pas faite sur une ligne, mais elle est faite sur plusieurs stratégies différentes. Et c'est le mix de ces stratégies entre elles qui va générer de la performance sur la durée. C'est ça qu'on va être capable de faire aujourd'hui, en essayant évidemment de faire du mieux qu'on peut, mais en tout état de cause, on va essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. L'idée, c'est que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et ce qui est pour moi le plus important, c'est quoi le positionnement actuel? Qu'est-ce qu'il y a dans le fond et quelles sont les stratégies qu'on met en avant et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour aller même plus loin? Qu'est-ce que ça pourrait générer en termes de performance si les stratégies qu'on met en place fonctionnent? Voilà. C'est ça le point qui est le plus important. Ouais, merci Christophe. Donc, le positionnement. Aujourd'hui, on va avoir 3 blocs de construction de portefeuille. Le premier, ça va être le crédit. Sur le crédit, on l'a dit, les spreads sont sur des niveaux plutôt serrés, mais les rendements sont attractifs. Comment ça se comporte dans le fond? On va avoir une conviction positive sur le portage. On veut du portage dans le portefeuille parce que les rendements restent attractifs. Donc on va avoir un positionnement portage qui va être fort dans la construction du portefeuille. Néanmoins, on est prudent sur les spreads de crédit, parce qu'on est sur des niveaux très bas. Il peut y avoir des respirations de marché qui font que les spreads remontent, mais au global, le total return, la performance globale, y compris le coupon, du crédit sera positive en 2025 et on profite de ce portage tout en ayant une exposition au spread de crédit qui est contenue. Le deuxième volet, ça va être la sensibilité. C'est la deuxième grosse valeur ajoutée du fonds aujourd'hui, c'est la duration. Aujourd'hui, on pense que les taux des banques centrales vont baisser, mais que globalement, les taux vont baisser. Donc, on a une duration du portefeuille qui est à surpondérer. On surpondère la duration dans le portefeuille pour aller chercher cette performance avec la baisse des taux. Notamment sur la partie courte aux US, on est toujours à plus de 4 de rendement, entre 4 et 4,25 de taux sur le 2 ans US. Le risque de hausse du 2 ans US nous paraît extrêmement limité, donc on trouve que c'est un portage très intéressant à avoir dans le portefeuille. Sur la partie Royaume-Uni, j'en parlais tout à l'heure, on va avoir des baisses des taux de la part de la Banque d'Angleterre. On pense qu'il va y avoir même plus de baisses des taux que ce que le marché anticipe. Et donc, on considère que le 10 ans Royaume-Uni à plus de 4,50, ça donne toujours des très bonnes perspectives de gain en capital. Donc, on est positionné, c'est une position forte dans le fond. Et sur la partie zone euro, c'est quelque chose qu'on a renforcé sur les 2-3 dernières semaines. On a renforcé la sensibilité sur la partie zone euro parce que on pense qu'il y a un vrai intérêt à avoir de la sensibilité taux au vu du mouvement de la Banque centrale européenne sur ce sujet-là. Quantification de courbes, on pense que les courbes vont continuer de se normaliser. On a vécu presque 2 ans avec des courbes inversées, on s'est désinversé fin 2024. Aujourd'hui, la pente, elle est relativement faible, elle est entre 10 et 20 points de base de pente, donc c'est-à-dire l'écart de rendement entre le 2 ans et le 10 ans. On pense que ça va s'accentuer et qu'on va avoir une quantification de courbe qui peut aller entre
25 et 50 points de base dans les trimestres qui suivent. Donc, on va essayer de rentrer en détail. Donc, d'abord, le positionnement global. On a un rendement aujourd'hui qui est autour de 4,20, une sensibilité taux de 4,50, sachant que le taux neutre de la gestion sur le fonds multi-oblig est entre 3 et 3,5. Donc, on est surpondéré en sensibilité taux. Une notation moyenne qui reste investment grade, justement pour ne pas subir un éventuel écartement des spreads sur la partie high yield. Une maturité moyenne des investissements qui est un peu supérieure à 3 et une exposition taux où on utilise 25% de la surexposition qui nous est permise sur le fonds. Si on rentre dans le détail sur la partie investissement sur les stratégies, on a 86% de crédit et 10% d'emprunts d'État et 3 à 4% de cash actuellement. Pourquoi les emprunts d'État ? Justement, ça permet d'avoir des liquidités et de pouvoir, éventuellement, s'il y a un écartement des spreads, de pouvoir vendre nos emprunts d'État qui ne vont pas subir cet écartement des spreads et pouvoir renforcer le portage et aller capter des spreads plus élevés. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a 10% d'emprunts d'État. Le reste, c'est le crédit. Et donc, sur la deuxième partie, la deuxième granularité, ce crédit, il est éclaté entre une partie high yield, justement pour aller capter du portage, une partie investment grade pour avoir aussi du portage, mais avec un risque crédit moindre, et des subordonnés pour aller capter du complément de rendement sur de la subordination, sur des papiers sur lesquels on a une très forte conviction crédit ou qui sont investment grade et très bien ancrés en investment grade. La dernière granularité, c'est l'ensemble des stratégies. Et c'est là, justement, on va rentrer dans le détail sur les principales stratégies de portage qu'on a dans le portefeuille. Alors, juste un point, moi j'aime beaucoup ce slide. En fait, ce qu'on veut montrer, et je pense que ce qui est important aussi à retranscrire aux clients finaux, c'est qu'aujourd'hui, dans l'univers obligataire, alors pour certains, nous les professionnels, on ne l'a pas oublié, mais globalement, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec de l'obligataire aujourd'hui. La manière historique, évidemment, c'est le rendement, c'est le coupon, mais il y a aussi le gain en capital. Et aujourd'hui, ces deux moteurs-là peuvent être allumés de façon concomitante. Et ça, c'est un des éléments qui est extrêmement important, c'est qu'on peut gagner de l'argent dans l'univers obligataire de différentes manières. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important parce qu'au bout du compte, on a aujourd'hui un environnement global qui permet de faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses avec un taux qui est relativement élevé, qui permet d'être aussi plutôt très protecteur si demain ça ne se passait pas bien. Parce que l'autre élément extrêmement important quand on achète ce type de véhicule d'investissement, c'est de se dire si demain ça ne se passe pas bien, comment je suis ? Et aujourd'hui, cette protection qui nous a apporté par le portage qui est bien plus élevé qu'avant 2022 où les taux étaient à zéro, c'est un élément qui est extrêmement important pour nous parce que ça nous apporte beaucoup de visibilité et ça permet après de déployer d'autres stratégies pour aller chercher de la performance complémentaire. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, on le voit ici, il y a plein de choses. Dimitri va continuer d'aller un peu dans le détail de la granularité, mais ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour comprendre pourquoi on fait ce type de fonds et comment ça marche. Oui, le portage aujourd'hui, c'est très important parce que justement, ça donne un coussin si on devait avoir un écartement de spread ou des mouvements sur les marchés. Comment on construit ce premier bloc de performance dans le fonds qui est le portage ? On va avoir 3 stratégies principales. La première, c'est la stratégie qu'on appelle des calls courts. C'est la première stratégie aujourd'hui dans le fonds qui représente 15% de l'actif qu'on a renforcé sur les dernières semaines. Les calls courts, c'est quoi ? C'est des emprunts corporate, donc d'entreprise, sur la partie high yield, pour lesquels on a des coupons élevés qui sont remboursables à tout moment, parce que les emprunts crédit high yield, quand ils sont émis, on a toujours des clauses qui permettent à l'émetteur de les rembourser avant la maturité. Donc, on va aller sur ces papiers qui ont des calls, donc des possibilités de remboursement à tout moment par l'émetteur. Bien sûr, ça va être des papiers high yield qu'on a sélectionnés suite à une analyse crédit, qu'on est positif sur le business ou sur le management, et avec une conviction forte que le management ne va pas vouloir rembourser tout de suite l'obligation. L'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on a une très faible volatilité du prix de l'obligation, puisque vu que le papier peut être remboursé par exemple à 100, l'obligation ne va pas s'éloigner beaucoup de ce prix de remboursement qui peut être activé chaque jour. Et donc, on a très peu de volatilité. Pour autant, on va avoir un portage supérieur, puisque vu que dans la sélectivité quantitative qu'on applique, on va choisir que les obligations qui ont un coupon très élevé, on a un prix qui ne bouge pas, un coupon élevé, donc on a un portage qui est très élevé et même supérieur au marché high yield. Et dernier avantage, c'est que vu qu'on va être sur des papiers qui peuvent être remboursables à tout moment et on a des estimations de remboursement à horizon 9-12 mois en moyenne, c'est des papiers qui sont courts. Et si on devait avoir un écartement des spreads, on n'aurait pas ces papiers auraient très peu de sensibilité
à la hausse des spreads. Et donc, on sera protégé, on sera beaucoup plus protégé dans un cas d'écartement des spreads que l'ensemble du marché high yield de façon classique. On a voulu illustrer ça par un exemple. On a en portefeuille une obligation CIRSA qui a un coupon de plus de 10%, une échéance finale en novembre 2027. Le management pouvait rembourser cette obligation dès le mois d'octobre 2024. Elle ne l'a pas fait, bien que financièrement, elle aurait pu réémettre avec un coupon plus faible, rembourser cette obligation et réémettre avec un coupon plus faible pour réduire ses frais financiers. Elle ne l'a pas fait. En l'occurrence, c'est parce que la société prévoit de s'introduire en bourse en 2025, donc elle a une bonne raison de ne pas le faire. Mais en attendant, c'est un papier qu'on a acheté autour de 105,75. Le prix de l'obligation sur les 4 derniers mois a très peu varié. Ça vaut 105,80 aujourd'hui. Et on a un coupon de 10% qui tourne. Et donc, sur ces 4 mois, on a eu le coupon de 10% qui nous a apporté de la performance. Et donc, si on arrive, notre objectif sur ce papier-là, c'est qu'on pense que le management va rembourser l'obligation à horizon novembre 2025. Et on a acheté ce papier sur un rendement à échéance septembre 2025 de plus de 7%, ce qui est supérieur au rendement du high yield pour un prix qui évolue très peu, donc très peu de volatilité et très peu de risque de baisse. Donc ça, c'est vraiment la première stratégie aujourd'hui dans le fonds, et c'est quelque chose d'assez différenciant parce que finalement, les gestions investment grade ne vont pas sur ces papiers-là qui sont high yield, et les fonds qui sont pure high yield veulent plutôt justement avoir une indexation sur les spreads de crédit, donc ils vont assez peu sur ces profils-là. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment des papiers de niche. Quand on applique notre sélection quantitative sur ce marché, il n'y a qu'une cinquantaine d'obligations dans le marché qui répondent à ces critères. Et après, avec l'analyse fondamentale, on réduit bien évidemment ce nombre d'obligations. Aujourd'hui, on a environ 10 obligations dans le portefeuille qui répondent à cette stratégie. Une stratégie très importante. La deuxième stratégie de portage, c'est bien sûr le high yield. OK, les spreads sont sur des niveaux relativement bas, mais les rendements restent intéressants. Donc, on a 8% de high yield high beta. Donc, le high beta, c'est la partie simple B. Et une dizaine de pourcents sur le low beta, qui est les ratings double B. À chaque fois, sur ces deux stratégies, on est plutôt sur des ratings qui sont dans le haut de la fourchette, parce qu'on est en moyenne en B+, sur la partie high beta et double B+, sur la partie low beta. Donc, on a des rendements intéressants entre 5,40 pour la partie high beta et 3,70 sur le low beta. On a un portage qui est attractif et on a surtout une vraie sélectivité sur les valeurs. Et on essaye d'aller sur des secteurs qui sont assez peu cycliques et qui sont relativement immunes à des variations de spread qu'il peut y avoir sur les marchés. Donc, on va capter ce rendement-là, mais tout en ayant une certaine prudence, en tout cas une forte sélectivité sur les papiers, mais on va capter ce rendement qui est important pour le portage. La troisième, du moins plus importante stratégie dans les portefeuilles sont les subordonnées, aussi bien financières que corporate. Donc, les financières subordonnées, c'est des bancaires ou des assurances subordonnées, où là, on va aller capter le surplus de rendement par rapport à des papiers seniors sur des émetteurs qui sont très largement investment grade. On est entre triple B+, même simple A sur certains, avec des maturités qu'on a allongées. On est à plus de 5 ans de maturité sur la partie financière subordonnée pour aller chercher cette sensibilité au taux européen, justement. Et sur la partie hybride corporate, donc ce sont des subordonnés d'émetteurs corporate. Là encore, largement investment grade, parce que la moyenne du rating de la poche est de triple B-, et les émetteurs sont notés 2 crans au-dessus les obligations subordonnées. Donc, on est largement en investment grade, donc des crédits solides, et là encore avec des rendements attractifs à près de 5%. Ça, c'était le premier bloc. Le deuxième bloc dans la stratégie, dans la recherche de performance, c'est la gestion de la sensibilité. On en a un peu parlé tout à l'heure. Comment se décompose aujourd'hui la sensibilité du fonds ? On a une sensibilité totale de 4,46 que vous voyez à droite. Comment ça se décompose ? On a d'abord la partie investissement, c'est ce qu'on appelle le cash euro de 2,75 tout à gauche, qui sont les investissements qu'on fait sur les obligations crédit et emprunt d'État. Ensuite, on a des stratégies d'arbitrage de courbe ou de gestion de la sensibilité. La première, c'est on a une position longue d'abord sur le 10 ans allemand via des futurs, donc via des dérivés qui sont très liquides. Et en plus de cette position longue, on a un arbitrage entre les taux allemands et les taux italiens. Aujourd'hui, on est revenu à 110 points de base d'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne. On pense que s'il devait y avoir un risk-off ou un écartement des spreads,
les taux italiens devraient repartir à la hausse, contrairement à l'Allemagne qui devrait être un actif sûr. Donc on a une stratégie en place sur l'écartement des taux italiens par rapport à l'Allemagne. Enfin, sur la partie hors zone euro, on est long de 2 ans US. On a une position sur le 2 ans US à hauteur de 0,20 de sensibilité, de contribution à la sensibilité du fonds, et 0,77 de sensibilité sur le 10 ans au Royaume-Uni, qui correspond à peu près à 8% de l'actif net du fonds aujourd'hui. Pour bien lire ce graphique, ça veut dire que quand on ajoute l'ensemble de ces éléments-là, ça donne une sensibilité moyenne du portefeuille de 4,46. D'accord ? Cette notion de la sensibilité, c'est vachement important parce qu'effectivement, en fonction de la hausse ou de la baisse des taux d'intérêt, c'est avec ce moteur-là qu'on va gagner de l'argent. Le gain en capital dont je vous parlais tout à l'heure, c'est fait avec la sensibilité. Et cette sensibilité, aujourd'hui, elle est autour de 4,50. Elle peut monter jusqu'à 7. Ça veut dire que globalement, ça fait une gamme de sensibilité possible qui est très importante. Juste, je vous redonne juste 2 éléments, parce que c'est bien de remettre quelques chiffres pour que vous ayez les choses bien en tête. Aujourd'hui, sur un emprunt à 10 ans, sur un emprunt d'État à 10 ans, si toutefois les taux montaient de 1%, vous perdez 9 en capital. S'ils montent de 2, vous perdez 18, de 3, 27, c'est la table des 9, c'est pas très compliqué. Et c'est la même chose à l'inverse quand les taux baissent. C'est-à-dire que si les taux baissent de 1% sur une obligation à 10 ans, vous gagnez 9% et ainsi de suite. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important parce que c'est vraiment le cœur du réacteur de la gestion de la sensibilité sur un portefeuille obligataire. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent ou c'est comme ça qu'on en perd si effectivement on n'est pas bien orienté. Sachant qu'aujourd'hui, vu le niveau des taux qu'on a aujourd'hui sur l'ensemble des différents marchés, d'être au-dessus de la sensibilité moyenne qui est autour de 3, comme le disait Dimitri tout à l'heure, ça veut dire qu'on imagine, nous, qu'à un moment donné, alors l'espace-temps est difficile à avoir en tête, mais à un moment donné, ces taux ils vont baisser. Et c'est aussi avec cette baisse des taux qu'on va pouvoir gagner de l'argent, parce que c'est cette exposition à la sensibilité sur les taux d'intérêt qui va nous faire gagner de l'argent quand les taux vont baisser. Alors, si demain les taux montaient, et s'ils montaient très fort, et d'ailleurs on l'a vu depuis le début de l'année, ça pourrait nous impacter à court terme en termes de performance, mais le schéma de dire les taux vont exploser comme ils l'ont été en 2022, alors qu'en 2022 on était à 0 pour aller à 3, voire plus sur le 10 ans français, on n'est pas dans ce schéma-là aujourd'hui. C'est pas ce qu'on imagine qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on peut aussi, à un moment donné, continuer d'augmenter cette sensibilité pour aller même plus loin, si on imagine que les taux vont baisser plus rapidement à un moment donné, c'est comme ça qu'on va gagner plus d'argent. Une autre vue de la décomposition de la sensibilité là, par pilier de maturité, donc avec toujours ce total de 4,45, sachant qu'on a à peu près la moitié de la sensibilité qui est faite sur la partie relativement courte entre 2 et 7 ans, auquel s'ajoutent certains investissements supérieurs à 7 ans et en jaune les 0,77 d'investissement sur le 10 ans Royaume-Uni. Juste, Dimitri, je reviens parce qu'on a quelques questions sur le sujet. La question qui se pose, c'est finalement quels sont les instruments financiers qu'on utilise pour avoir cette sensibilité. On fait quoi? On achète quoi? Oui, alors sur la partie sensibilité, on avait 2,75 points de sensibilité qui venaient des investissements, donc des investissements qu'on fait sur des obligations, sur des papiers obligataires. Et ensuite, toute la partie arbitrage de courbe, donc les futurs 10 ans allemands, italiens et le 2 ans US et le 10 ans Royaume-Uni sont faits via des futurs, donc des dérivés listés extrêmement liquides, aussi liquides que des emprunts d'État. C'est-à-dire que on peut passer de 4,5 de sensi à 0 de sensi en un trade très rapidement sans aucun coût de transaction. En fait, c'est extrêmement liquide. C'est les papiers les plus liquides qui soient. Il n'y a pas de risque de contrepartie, de risque de défaut. C'est absolument neutre là-dessus. Donc, la gestion de la sensibilité, on peut avoir dans le fond une surexposition au marché qui va de 0 à 50%. Et cette surexposition dans le prospectus nous permet justement d'utiliser les dérivés pour piloter la sensibilité. Donc, on peut avoir une sensibilité qui va largement évoluer dans le portefeuille sans avoir à toucher à nos investissements sur les obligations. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une très forte flexibilité grâce à ces dérivés et on peut aller sur la courbe américaine et sur la courbe du Royaume-Uni via ces instruments dérivés. Le troisième socle de la performance, c'est la gestion active et c'est quelque chose qu'on utilise vraiment dans le portefeuille parce qu'avoir un fonds qui est multistratégie, c'est bien, mais utiliser ces différentes stratégies en fonction des contextes de marché et avoir une gestion active, c'est mieux. C'est comme ça qu'on arrive à démarrer certains moteurs de performance sur des stratégies au moment où on le juge opportun. Sur les dernières semaines, on a eu une évolution assez sensible du portefeuille parce qu'on avait des positions
Sur l'inflation européenne, on avait rentré ces positions début novembre parce que le marché pensait que l'inflation européenne allait s'effondrer. Bon, ça n'a pas été le cas et c'est une position sur laquelle on a pris nos profits il y a 2 semaines, puisque les anticipations de marché sur l'inflation ont augmenté. Donc, on a sorti ces papiers, on a atteint notre objectif cible sur cette stratégie, donc on l'a soldé et on l'a réemployé, notamment sur les calls courts, la stratégie de call court que j'expliquais tout à l'heure. On a vraiment repondéré fortement cette stratégie pour aller chercher du portage avec un risque sur les spreads qui est limité. On a aussi beaucoup renforcé les bancaires seniors de plus de 6%, pour aller capter un portage sur des maturités élevées et pour aussi, par la même occasion, renforcer la sensibilité de taux du portefeuille pour avoir un gain en capital lorsque les taux baissent, qui a été le cas par exemple hier où les taux ont beaucoup baissé, sont des papiers qui ont bien payé. Et après, différents ajustements sur les stratégies en fonction des évolutions sur l'ensemble des papiers qu'on a en portefeuille. C'est l'évolution des pondérations des stratégies sur les 5 dernières années. Vous avez une couleur par stratégie. Donc, l'idée, c'est que vous montrez que c'est vraiment quelque chose d'évolutif et depuis maintenant plusieurs années que le mode opératoire est en place sur le fonds Sony Multi-Oblig. Si on peut distinguer 3 phases assez facilement. Avant 2022, donc la période décembre 19 jusqu'à décembre 21, on avait un portefeuille qui était relativement stable parce qu'on essayait d'aller chercher du rendement dans un environnement de taux extrêmement bas, voire négatif. À partir de 2022, on a eu une hausse des taux. Donc, on voit la partie assurée, c'est ces obligations d'État qui ont commencé à être intégrées dans le portefeuille pour se prémunir d'une hausse des spreads sur le crédit qu'on a connu en 2022. Et la deuxième partie 2023 et 2024, où on a fait beaucoup d'arbitrage sur la partie crédit, on a beaucoup plus utilisé les emprunts d'État justement pour piloter cette sensibilité taux au sein du portefeuille. Et sur les 3-4 derniers mois, plus de portage dans le portefeuille, renforcement du portage, et donc moins d'emprunts d'État dans le portefeuille, et suite à la sortie notamment des papiers sur l'inflation. Même historique sur la partie sensibilité taux du portefeuille et sur le rendement. Le rendement, vous l'avez en jaune. Ce qui est intéressant, c'est sur la sensibilité. On a eu, avant 2022, on avait une sensibilité qui était très faible parce qu'on s'attendait à ce mouvement de fort hausse des taux qu'on a connu en 2022. Et à partir de début 2023, on a commencé à remonter la sensibilité graduellement jusqu'à 2,5 mi-2023, au moment où les taux étaient vraiment sur des niveaux élevés. Fin d'année 2023, on a eu une très forte baisse des taux de l'ordre de 100 BP entre novembre et décembre 2023. Donc, c'était un mouvement très fort. On n'y a pas cru. Donc, on a réduit la sensibilité taux du portefeuille début 2024 et ça nous a permis d'être plus défensifs dans la remontée des taux qu'il y a eu début 2024. Une fois les taux remontés à partir d'avril-mai, on a remis de la sensibilité. On était monté à 4 de sensibilité. Les taux ont été très volatiles depuis. On a continué d'accompagner cette hausse des taux, notamment fin 2024. Et on a touché presque 5 de sensibilité lorsque les taux étaient au plus élevé fin décembre, début janvier. Et là, les taux ont largement rebaissé sur les 2-3 dernières semaines. On a réduit un peu la sensibilité du portefeuille. Trump étant un risque sur la mise en place de tarifs, il peut y avoir encore beaucoup de volatilité sur les taux. Donc, on a commencé à réduire un petit peu la voilure sur la baisse des taux des derniers jours, dernières semaines. Donc, c'est les 3 blocs, le portage, la gestion de la sensibilité et une gestion active. C'est ça aujourd'hui qui fait la structure et la recherche de performance dans le fonds. Le portage, ça va apporter 4,2% de performance, toutes choses égales par ailleurs sur les 12 prochains mois. La partie sensibilité, aujourd'hui, les positions qu'on vous a expliquées sur le 2 ans US, le 10 ans Royaume-Uni, la sensibilité sur la zone euro et le spread sur l'Allemagne, Italie, chacune vont donner des contributions par rapport à nos objectifs cibles. Et sur la partie recherche de performance sur la sensibilité, on s'attend à avoir 1,90 de performance qui vient de ces positions-là. Sur la partie gestion active, il y a une multitude de choses qui rentrent en compte. Ce sont des choses qui ne sont pas aujourd'hui dans le portefeuille, mais qui le seront au fur et à mesure de l'évolution des marchés. Ça va être aller capter de la prime sur les marchés primaires, parce que quand il y a des nouvelles émissions, il y a toujours une prime qui est intéressante de capter. Les opportunités crédit, les écartements de spread, les nouveaux dossiers qui vont venir sur le marché qu'on va analyser, qu'on va rentrer en portefeuille, des situations spéciales. On investit aussi sur des convertibles qui peuvent offrir
des décotes intéressantes à capter par rapport à des obligations classiques. On peut revenir à un moment donné sur les indexés inflation si on le juge opportun. La gestion de la duration, il peut y avoir des mouvements qui sont faits sur le fond. Tout ça, ça va générer de la performance. Et si on ajoute ces 3 piliers, on a un objectif de recherche de performance sur les 12 prochains mois qui est entre 5 et 7%. Si on revient sur les contributions à la performance 2023, l'intérêt de ces deux graphiques, c'est vous montrer que, comme disait tout à l'heure Christophe, c'est vraiment la performance est vraiment hétérogène et ça vient de l'ensemble des stratégies et l'ensemble des stratégies n'est pas toujours active dans le portefeuille, mais globalement sur une année, on a vraiment une source de performance qui est très hétérogène et qui vient d'une multitude de stratégies. C'était le cas en 2023, c'était le cas aussi en 2024. 2024, on a eu un pilotage de la sensibilité qui a incrémenté la performance de 10 BP. Alors, les 3 dernières semaines de l'année 2024, il y a eu une très forte hausse des taux qui a impacté la performance du fonds. Donc, on aurait aimé que cette contribution du pilotage de la sensibilité soit plus élevée, mais c'est quelque chose qu'on va avoir finalement en 2025 avec la baisse des taux qui revient. Qui dit hétérogénéité des recherches de performance dit également gestion du risque, puisque on n'est pas complètement surinvesti sur une stratégie avec les risques inhérents à une stratégie. Les risques, ils sont aussi éparpillés sur les différentes stratégies et ça permet, ça rentre vraiment dans la gestion du risque global du portefeuille d'avoir une multitude de stratégies en portefeuille. Bon, je crois que c'était plutôt très clair. Hein. C'était vraiment clair. Non, mais la vraie idée, alors évidemment, le graphe bleu, c'est notre performance, donc on est assez content, ça s'est plutôt très bien passé. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt de ce type de fonds? Je crois que Dimitri l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, l'univers obligataire, il a beaucoup évolué depuis 2022, on l'a dit beaucoup de fois. Et j'ai envie de dire, le niveau de risque que l'on est capable de prendre aujourd'hui versus la rentabilité attendue nous met dans un niveau de confort qui est plutôt assez important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer de pas bien sur un fonds comme celui-ci? J'ai envie de dire, au pire, ça va être déceptif. Voilà. Au pire, au lieu de faire entre 5 et 7, qui est la target et l'objectif que l'on se fixe, ben on fera, si ça se passe pas bien, on fera entre 2 et 3. Mais déceptif, dans un horizon de performance positive, c'est pas exactement la même chose de ce qu'on a pu vivre en 2022, où, pour certains fonds de ce type-là, on disait, ben voilà, on va essayer de faire entre 3 et 5, et on faisait entre moins 5 et moins 10 parce que les conditions de marché ont été abominables. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cet univers-là, et si toutefois on se trompait, si toutefois les anticipations qu'on avait n'étaient pas les bonnes, si on faisait à peu près n'importe quoi, alors, ce que j'espère pas bien évidemment, mais mettons-nous dans ce scénario du pire, ben même dans un scénario comme ça, le niveau de coupon qu'on a aujourd'hui, le niveau de portage, nous permet de nous protéger d'erreurs sur les autres stratégies potentielles du portefeuille. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'en termes de service après-vente, ça rend les choses plutôt assez confortables, parce que si ça se passait demain pas bien, ben, ça ne mettrait pas votre portefeuille par terre, ça ne mettrait pas votre allocation d'actifs par terre. En revanche, l'autre intérêt, me semble-t-il, de ce type de véhicule d'investissement, c'est que comme le champ des possibles est très large sur les différents moteurs de performance, de votre côté, en termes de gestion patrimoniale ou de gestion privée, il est extrêmement compliqué d'arbitrer ces stratégies les unes avec les autres. Et c'est tout l'intérêt de ce véhicule d'investissement, c'est que nous, on va le faire à l'intérieur, bien évidemment, et c'est bien plus facile pour nous de le faire à l'intérieur d'un véhicule. Donc, c'est un outil qui se positionne extrêmement bien, voilà, en cœur de portefeuille sur un univers obligataire. Alors après, il peut être amendé avec de la gestion de fonds datés, des obligations émergentes, d'autres choses. Mais en termes de socle de portefeuille aujourd'hui, avec un univers obligataire qui a retrouvé toute sa place dans les allocations d'actifs, il me semble que c'est le produit idoine pour être le cœur de portefeuille et dans lequel, une fois que vous serez investi sur ce fonds-là, pour ceux qui sont déjà investis, il n'y a pas véritablement moyen de velléité de faire des arbitrages. On va le faire nous à l'intérieur et c'est un sol qui va être solide, on ne va pas faire n'importe quoi. On a une vraie expertise chez Sony sur l'univers obligataire. Dimitri, c'est pas un perdreau de l'année, il fait ça depuis très longtemps aussi. Donc, on est très à l'aise dans le pilotage de ces stratégies. C'est pas quelque chose qu'on invente, les produits on les connaît bien, la manière de faire on connaît bien. Enfin, c'est quelque chose qu'on utilise de façon très confortable. Voilà, on ne se fait pas des nœuds à la tête. Alors évidemment, on réfléchit, on essaie de trouver les bonnes stratégies, les bonnes situations, mais au bout du compte, on ne fait pas n'importe quoi et on essaye vraiment de le faire avec le plus de transparence possible, en essayant d'expliquer le plus possible ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et à la fin, on s'aperçoit que les résultats ils sont positifs et que ça fonctionne et que les gens sont contents. C'est quand même ça à la fin l'objectif final. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que c'est effectivement un bel outil qui existe depuis longtemps. Le track record parle pour nous. On est très content de ça et on espère que ça va continuer sur les prochaines années. Mais en tout état de cause, le vrai intérêt, c'est que des choses à faire, il y en a plein. Et donc des idées, il y en a plein.
Voilà. Alors, on va essayer de trouver les bonnes, mais les idées, il y en a plein. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est rare de s'engager sur un niveau de performance. Évidemment, c'est qu'un objectif. Mais de faire entre 5 et 7, c'est ce qu'on a fait au cours des 2 dernières années. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on fasse n'importe quoi. Il n'y a pas de raison qu'on s'écarte de façon très importante de ça. Et si toutefois c'était le cas, ça voudrait dire que les conditions de marché sont un peu particulières. Imaginons que les taux s'envolent demain. Bon, bah, ok, c'est possible, mais dans ce cas-là, on verra que dans un environnement, malgré tout, sur la durée, on résisterait très bien. Et on le voit bien, hein, ça s'est envolé les taux en début d'année, et malgré tout, le portefeuille a plutôt très bien résisté, et le portage a continué de faire son travail. Et puis après, c'est une matière vivante, il se passe plein de choses. Bah, tout ça pour dire que nous, on est très à l'aise. J'espère que vous le serez aussi, bien évidemment. Et donc, bah, écoutez, on reviendra faire des points réguliers sur ce fonds-là, parce qu'il nous semble que c'est un fonds cœur de portefeuille qui a beaucoup d'intérêt. Donc, voilà. Écoutez, merci pour. Je crois qu'on a fait toutes les slides. Hein, je n'ai pas. Ouais, on a fait le tour. Il y avait juste deux questions peut-être à répondre. Donc, sur les outils qui sont utilisés sur la quantification de cours, c'est vraiment la partie future qui permet de faire ça en toute transparence avec une très forte liquidité. Question sur les primes, sur les calls en moyenne. Sur la stratégie de call court, on a un portage qui est de 6,5 sur la poche sur cette stratégie-là. Quand on voit un marché à yield qui est entre 4,5 et 5 aujourd'hui, donc on a entre 1,5 et 2 points de portage en plus qu'en investissant sur du high classique. Et encore une fois, avec un risque de baisse qui est bien plus faible et une volatilité qui est bien plus faible. Donc, en termes de recherche, d'amélioration du couple rendement-risque, c'est vraiment une stratégie très intéressante. Et c'est pour ça aujourd'hui que c'est la stratégie principale du fonds. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. Oui, il y a une question. Vous allez recevoir évidemment l'ensemble de la présentation dans la foulée de ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc, passez tous un bon week-end ensoleillé, j'espère. Et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir.